Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la hausse de la bourse, de la crise, du machin, du truc. Bref, quelque part, reparler d'une vidéo que j'avais pu faire en décembre, très certainement, début décembre, quelque chose comme ça, où on avait parlé des catalyseurs. Je vous avais dit, voilà, ne voyez pas le verre à moitié vide. Oui, il y a un esprit de défiance, oui, on est en train de faire une grosse correction, etc. Il y a les liquidités qui sont parties, etc. Et donc, après, je vous aurais fait d'autres vidéos, mais du coup, voilà, c'est pour continuer un petit peu ce schéma de pensée. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à avoir raison, etc. Non, c'est juste, voilà, pour la réflexion. Parce que ce qui est important, c'est de faire ce que le marché fait, hein, je vous le répète assez souvent, mais rien ne vous empêche, voilà, de réfléchir un petit peu, d'avoir vos propres convictions. Après, on ne peut pas avoir de certitude, et ce qui est important, voilà, c'est que si le marché décide de faire autre chose, eh ben tant pis, on décide potentiellement d'avoir tort ou de ne pas avoir eu le bon timing, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on ne reste pas en place. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, on s'était dit, guerre commerciale, c'est un gros truc, on sait tous qu'à un moment donné ça va se serrer la pince, et que voilà, c'est une question de temps. Là, le marché décide de voir le verre à moitié plein dorénavant et d'être très positif sur ça. À partir du moment où ça va se serrer la pince et le marché, quelque part, lui, il a déjà anticipé, donc je pense pas qu'il y aura non plus un ouf de soulagement, peut-être un petit peu plus sur les marchés émergents notamment, mais en Europe, voilà, je pense qu'on a largement, on va dire, déjà mangé un petit peu ce côté positif. Brexit, de toute façon, politiquement, personne ne veut d'un Brexit dur, donc là aussi, la seule solution que l'on peut voir, c'est qu'en gros, on va mettre kick in the can, hein, comme les Anglais disent, c'est-à-dire qu'on va faire ce que les politiques savent faire le mieux, c'est-à-dire repousser le problème à plus tard. Donc là aussi, il peut y avoir un ouf de soulagement, on va dire court terme, parce que, en fait, c'est un problème. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on en parle, et hop, on le remet à plus tard. Donc là aussi, potentiellement, voilà, ces catalyseurs-là ne vont plus vraiment avoir lieu. Les résultats, ils ont été bons nécessairement. Je veux dire, on a un ralentissement économique, on commence seulement à voir les statistiques qui le prouvent maintenant. Mais je veux dire, là aussi, le marché avait dégueulé trop vite, trop fort, trop rapidement, vu le verre à moitié vide trop rapidement. Donc là, on fait en fait un rattrapage, c'est-à-dire qu'on revient, on remet la balle au centre, et on a fait un rattrapage par rapport justement à cet excès de pessimisme. Quelque part aussi, pour celles et ceux, alors moi je n'étais pas en bourse encore là, mais je l'ai vécu au travers notamment de mon père, en 98, on commence de plus en plus à faire le parallèle avec 1998, où là aussi on avait eu une crise asiatique, on a vu la crise également russe à cette époque-là, et là tout d'un coup, paf, de 98, vous pouvez le voir, donc en l'espace de 6 mois, là aussi, on avait perdu 20-25% très rapidement, et puis derrière, c'était la bulle Internet qui avait pris le dessus. Alors, il n'y a absolument aucune conviction qu'on va faire exactement la même chose, bien entendu, mais il faut savoir que vous pouvez très bien avoir des dips de marché, des grosses corrections de marché comme ça, de 20-25%, sans pour autant avoir une récession à côté, sans pour autant être dans une récession actuellement, sans pour autant avoir une récession qui arrive sur le marché derrière. Ensuite, on a parlé énormément de l'inversion de la courbe des taux, elle n'a pas eu lieu cette inversion de la courbe des taux, on en est proche, on navigue à peu près à côté, mais cette inversion de la courbe des taux n'a pas eu lieu. Donc après, on a beaucoup de signaux de ralentissement, mais toute la question, et je vous l'ai toujours dit, c'est ok, ralentissement économique, récession potentiellement oui, mais combien de temps? Est-ce que ça sera vraiment dur? Est-ce que ça sera réellement une crise? Vous pouvez très bien avoir des récessions économiques qui sont vraiment éphémères et qui ne se transforment pas en crise. Donc là aussi, c'est l'esprit humain, c'est notre biais psychologique qui nous pollue parce qu'on pense que ce qui s'est passé dans l'histoire récente va se reproduire. Et en règle générale, on pense que ça va se reproduire en pire. Là aussi, je vous avais parlé de la dette des États, notamment de la dette des États-Unis, où tout le monde reparle à chaque fois de la faillite des États, etc. Non, à partir du moment où vous imprimez votre propre monnaie, où votre dette est ce qu'on appelle une bonne dette, c'est-à-dire que c'est votre peuple qui a largement la dette entre ses mains, et que de toute façon la dette elle est dans votre monnaie locale et que vous imprimez cette monnaie locale, là je veux dire il n'y a pas de problématique. C'est là aussi où, donc au niveau des États-Unis et au niveau de l'Europe, on peut se dire que oui il y a un peu plus de problématiques, mais vous pouvez être certain que si réellement le jour où on a vraiment une grosse problématique sur l'Europe qui met justement l'Europe en porte-à-faux et surtout l'euro, vous pouvez être certain qu'à ce moment-là on remettra sur la table des obligations européennes et que l'Allemagne acceptera à ce moment-là de les prendre et qu'on remettra également à un moment donné sur la table
un petit peu plus, peut-être qu'on se bougera un petit peu plus fort. De toute façon, c'est quand on est contre le mur qu'en règle générale les choses arrivent, hein. C'est jamais quand justement tout se passe bien, là on fait pas réellement de réforme. Mais en gros voilà, moi j'ai encore une conviction, on va dire, sur l'euro, l'Europe, que lorsqu'on sera vraiment au mur, devant le mur, qu'on mettra réellement les choses en place qui feront qu'on réussira entre guillemets à sauver la place. Bon, après il y a le populisme, etc. Mais encore aujourd'hui, on est tenté de se dire qu'on peut faire le parallèle avec les années 30, oui c'est vrai, mais je pense qu'on est encore loin de cette même situation. De toute façon, vous avez énormément de choses qui sont plus pareilles, et on a notamment les banques centrales. Donc aujourd'hui, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, tant que le marché aura confiance dans les banques centrales, je veux dire, ça ira, dans le sens où, voilà, on ne va pas parler de crack boursier, on ne va pas parler, voilà, d'un truc complètement immonde qui va durer des années, ou d'un changement de cycle. Je veux dire, on est potentiellement au milieu de quelque chose, oui, mais pour le moment, voilà, pour vraiment avoir un petit peu plus de conviction, il nous faut plus de stats, et donc ça, il nous faut plus de temps pour réellement voir un petit peu si en effet le ralentissement, est-ce que c'est un simple ralentissement avant qu'on reprenne de plus belle, hein, type 98-99, ou est-ce que réellement c'est un ralentissement bien ancré et que justement bah, c'est un ralentissement qui va finir par donner une crise derrière. Donc on peut parler évidemment, vous avez la dette des étudiants aux US, la dette des cartes de crédit, la dette de l'automobile, mais tout ça quand on fait la somme, oui en effet c'est des problématiques, mais c'est pas non plus des problématiques qui ont un risque systémique, c'est-à-dire qui ont un risque tout simplement de mettre complètement en mode too big to fail tout le marché. Et donc après, pour moi la grosse question c'est toujours pareil, c'est les banques centrales. Donc est-ce que les banques centrales font le job ou font pas le job? Et si elles font pas le job, est-ce que derrière le marché et donc la population perdra la confiance dans les banques centrales? Et le pire qui puisse arriver, et si vraiment vous croyez à la fin du monde, etc., le pire qui puisse arriver, c'est perte de confiance dans les banques centrales. Là, le marché, il dip, puisque derrière, il n'y a plus de chevalet blanc, donc il n'y a plus personne qui peut avoir la puissance de dire bah, on fera ce qu'il en coûte, et ça fonctionnera, et ça sera assez, croyez-nous, hein, ça c'est ce que Draghi avait dit, et le marché continue à croire ça pour aujourd'hui. Donc tant qu'il continue à croire ça, moi en tant qu'investisseur, je continue à avoir le verre à moitié plein, et je continue à voir que lorsqu'on a des corrections de marché, ben pour moi, c'est des opportunités. Donc derrière, le jour où ça sera plus vrai, le jour où la population commencera à perdre confiance dans la monnaie, et à considérer que le billet de 10 € ne vaut même pas le prix du papier, là en effet, là on sera dans une véritable problématique, et à titre personnel, je pense on sera bien au-delà des problématiques que la seule problématique de savoir est-ce que le marché boursier va se casser la figure ou pas. Là on sera bien au-delà. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est à mettre sur la table, puisqu'on n'en a pas les conditions, et en tant qu'investisseur, c'est dangereux de mettre ce type de choses-là sur la table. Ensuite, il faut quand même savoir que ce qui s'est passé fin 2018, ça laisse des traces. Hein. Je parle souvent de la mémoire du marché. Donc qu'est-ce qui se passe en règle générale? C'est que ce marché-là, il a quand même laissé pas mal de traces, il a quand même un petit peu traumatisé pas mal d'investisseurs, et aussi des géants, etc. Et du coup, là, on a un rebond qui est énorme sur la majorité des gens, ils n'ont pas pris ce rebond. Les hedge funds et tout ça, ils l'ont pas pris. Donc, ils ont rajouté quelques liquidités, mais aujourd'hui, voilà, ils avaient dégagé énormément de liquidités en novembre et en décembre, et ils n'ont pas réinvesti ces liquidités-là. Donc il y a aussi, il y a un double phénomène qui est en train de se mettre en place, et c'est ça qui est vraiment très intéressant pour la suite des opérations, c'est que avec le dip du marché de 20 à 25%, ça a traumatisé les investisseurs, et là ils sont doublement traumatisés avec le fear of missing out, c'est-à-dire la peur d'avoir loupé finalement un rebond de 20%. Et donc du coup, ce qui va se passer, vous pouvez être sûr que dès que le marché va commencer un petit peu à corriger, eh ben, les investisseurs qui ont participé plus ou moins à cette hausse, ils vont avoir peur qu'on reparte en baisse comme on est parti en baisse sur fin 2018. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont vouloir sortir et prendre leur plus-value le plus tôt possible. Ils vont pas être patients justement parce qu'ils ont la mémoire et ce biais psychologique de l'événement récent qui s'est passé le plus, c'est-à-dire un gros dip et qui les a traumatisés. Donc là, c'est là justement où ce qui risque d'arriver, c'est que la première correction que l'on va avoir sur cette hausse quasiment en ligne droite que l'on a connue sur les indices, eh ben, elle risque d'être assez profonde. Et donc il faut s'attendre à ce que ça soit assez profond. Et parce que ça sera assez profond, eh ben, ça va faire peur aussi à pas mal de personnes qui vont recommencer à parler qu'on va se reprendre la même chose qu'on s'est prise à fin 2018. Par contre, comme il y a énormément de liquidités,
et ben cette correction, si elle est suffisamment profonde, elle va aussi attirer et être vue comme une opportunité d'achat. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont loupé la hausse, ils vont voir dans cette correction une opportunité de re-rentrer sur le marché et du coup de satisfaire leurs clients pour quand même essayer de faire quelque chose sur ce marché-là. Parce qu'à la fin de l'année, ils savent très bien que s'ils n'ont pas la perf, s'ils ne démontrent pas qu'ils ont pu participer justement et récupérer quelques billes, et potentiellement on est dans la gratification instantanée. Et donc d'une année à l'autre, si vous n'êtes pas performant, les gens n'attendent pas, les clients n'attendent pas et ils vont chercher mieux ailleurs. Et donc vous risquez de perdre des clients. Donc il y a cet aspect-là aussi que j'avais expliqué dans une autre vidéo, que potentiellement les gérants et les gros portefeuilles ne rentrent pas non plus nécessairement que parce qu'il y a une opportunité, mais ils rentrent aussi des fois avec la pression de la clientèle qui va leur dire « et là, cette action-là, il faut être dessus ». C'est comme si vous n'aviez pas du Amazon en portefeuille l'année dernière. Je veux dire, derrière votre client, il vous dit « mais qu'est-ce que t'as foutu quoi ?» Donc, là, c'est très important également cette pression psychologique, cette pression du marketing un petit peu et du chiffre d'affaires, puisque derrière, le gérant, il vit des commissions, donc il a besoin aussi d'un certain volume de clientèle. On continue à avoir de la décollecte également. On continue à avoir la décollecte parce que les gens, ils mettent un certain temps également à reprendre confiance dans le marché. Donc vous avez toujours en fait un décalage entre la baisse du marché et les décollectes qui se font, et puis derrière la remontée du marché, ce n'est que quand la remontée est quasiment terminée que les gens remettent justement un petit peu au panier et au pot des investissements. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en considération, c'est ce décalage que vous pouvez avoir. Donc aujourd'hui on parle encore de décollecte, mais on a des fonds qui ont énormément de liquidités encore, et qui donc sont en train tout simplement d'attendre. Donc ils ont participé un petit peu, mais pas avec des liquidités suffisamment majeures pour réellement, on va dire, profiter au maximum de ce rebond. Donc derrière, ce que je me dis, moi, je suis pas forcément dans le vrai, mais ce que je me dis moi, c'est que tout simplement, voilà, il y a ces deux phénomènes-là qui vont se mettre en place. Je pense qu'à partir du moment où le marché va terminer un petit peu cette hausse-là, on risque d'avoir une correction qui sera suffisamment importante pour refaire un petit peu trembler les gens. Pourquoi ? Parce que ça sera lié au fait de leurs mauvais souvenirs de fin 2018. Et derrière, lorsqu'on aura fait un dip suffisamment profond, à 4950, 4900... 5000 points, voilà, dans ces eaux-là, je pense, et puis on l'analysera au fur et à mesure, bien entendu, et là, je pense qu'on aura quelque part une opportunité de reprendre des positions. Pourquoi ? Parce que je partirai du principe que tous les gens qui ont loupé cette hausse de début d'année sont avec énormément de cash, sont énormément frustrés d'avoir loupé le premier wagon et chercheront à rentrer dans le deuxième wagon. Et donc en rentrant dans le deuxième wagon, eux-mêmes vont créer en fait ce second wagon. Donc là, voilà, donc c'est l'idée que je me dis, on est sur une grosse hausse, on aura une correction et on aura un rebond de cette correction. Et derrière, réellement, ce qui doit vous intéresser si vous voulez avoir une vue à plus long terme, c'est finalement pas la hausse qu'on a connue là, la correction que l'on connaîtra et puis le rebond que l'on mettra en place. Ça sera la construction de cette figure-là qu'on mettra en place. Et derrière, ça sera savoir, est-ce qu'on recasse par le haut ou est-ce qu'on casse par le bas? Et c'est ça réellement qui vous donnera ensuite une tendance beaucoup plus mature pour la suite, tout simplement en termes d'investissement. Donc c'est réellement ça, moi, le scénario que j'ai en tête, comme ça que je le vois, comme ça que je l'explique aussi. Absolument aucune certitude comme d'habitude, mais c'est une conviction qu'on peut avoir. Donc derrière l'idée que je me fais, c'est-à-dire qu'à court terme, pour moi, on continue d'être assez actif. À long terme, par contre, je continue de privilégier marché émergent actuellement, les minières, notamment les minières aurifères, donc matières premières également. Et puis derrière, voilà, on joue des rebonds. Donc il y a eu les bancaires, il y a eu également la tech, etc. Et l'idée derrière, c'est d'attendre qu'on ait la construction de figures à long terme, parce qu'en fonction de ça, je déciderai de resurpondérer des titres qui ont été plutôt massacrés, ou au contraire de resurpondérer plutôt marché émergent, et comme je vous l'ai dit, parce que je pense plutôt à une baisse du dollar, donc qui serait propice au marché émergent, aux matières premières, et donc à l'or également, et des minières, parce que vous avez une consolidation du secteur. Je vous avais parlé également, il y a quelques mois de ça, donc décembre aussi, d'un gros catalyseur pour moi, qui seraient les fusions-acquisitions. Parce qu'en gros, si vous êtes patron aujourd'hui d'une boîte, vous avez énormément de cash, les boîtes ont du cash. Donc quand elles font du rachat, du buyback, etc., pour moi, c'est une chose pour récompenser l'actionnaire à court terme, mais aussi, voilà, ça veut dire une autre chose, ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire du cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet suffisamment rentable, avec quasiment 15% aujourd'hui de retour sur investissement, donc,
quand vous êtes comme ça, ben vous avez énormément de cash. Donc les sociétés font du buyback, et derrière, comme les valorisations ont pas mal baissé depuis 2018, et ben là où il y avait des sociétés qui étaient très chères, et donc on a préféré faire du buyback plutôt que d'acheter d'autres sociétés parce que c'était encore très cher, et bien là, le phénomène un petit peu s'inverse. C'est-à-dire on continue à faire du buyback parce que de toute façon on l'a validé en assemblée générale et que donc on suit le plan, mais par contre avec le reste du trésor de guerre, et ben on se met à penser fusion-acquisition. Donc vous avez des fusions qui peuvent se faire parce que les secteurs ont besoin de consolider, hein. L'agroalimentaire, on le voit notamment avec Kraft, je veux dire ça aussi, je veux dire dans l'instant présent, vous avez des mauvais résultats, etc., donc vous avez les trucs qui se crachent, mais derrière, vous devez penser que c'est en train de se consolider, le secteur est en train de se consolider, il y a énormément de cash encore, donc ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura des fusions, acquisitions qui repartiront de plus belle et qui donc redynamiseront ces titres-là. Donc ça à garder dans un coin de la tête. Au niveau bancaire aussi, je veux dire, c'est un secteur qui devient très très intéressant sur les niveaux de valorisation actuels, et on peut largement penser que ça sera dynamisé potentiellement pas par la remontée des taux, en effet, puisqu'ils vont rester durablement bas, mais parce que ces taux-là vont rester durablement bas encore, et ben c'est l'opportunité aujourd'hui d'aller racheter ailleurs et d'aller chercher à consolider sa position, justement sur la prochaine crise éventuelle, si vous pensez à ça, et ben d'essayer d'avoir les reins beaucoup plus solides. Donc là aussi, fusion-acquisition. Donc vous avez un paquet de domaines comme ça, où vous allez avoir des acquisitions, la santé, la pharma, hein, on voit, il y a énormément de biotech qui sont rachetées actuellement. Bref, on voit ces positions dominantes qui sont en train d'essayer d'être renforcées. Pourquoi? Vous avez des taux bas, vous avez du cash, et donc vous avez du réinvestissement qui est fait comme ça. Allez chercher de la croissance externe, parce que si on parle de ralentissement économique, en effet, les projets économiques ne sont plus vraiment rentables. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est une boîte qui est plutôt mature et on a du mal à faire de la croissance en externe et on a du cash, etc. On est capable d'avoir du cash flow pour payer le dividende en parallèle, mais également pour réinvestir en allant chercher fusion-acquisition et en allant chercher de la croissance externe et donc en faisant du rachat. Et ça, en règle générale, pour moi, c'est un biais qui est positif sur le marché, auquel je pense depuis décembre, et on voit déjà, il y a pas mal d'opérations qui ont eu lieu. Je pense qu'il y a des opérations qui vont continuer d'avoir lieu parce que avec la baisse du marché, là aussi, on voit que il y a des sociétés qui recommencent à avoir les yeux qui brillent, parce qu'il y a des sociétés, même si Warren Buffett dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opportunité parce que tout est encore trop cher, il faut savoir que les sociétés, elles sont pas comme Warren Buffett, elles acceptent souvent de payer un peu plus cher juste pour s'assurer justement de faire de la croissance externe et d'aller chercher la technologie et la croissance là où elle est. Donc après, Warren Buffett, lui, il dit qu'il n'y a pas d'opportunité actuellement. Bon, il faut savoir que lui, ce qu'il aime, c'est acheter dans un moment de crise. Donc potentiellement, il a encore 2-3 ans à attendre. Donc c'est ça l'idée également. Et de toute manière, l'idée, c'est toujours d'avoir un gros bloc de cash pour pouvoir faire face quand vous avez réellement des opportunités. Voilà un petit peu l'idée globale, hein, quand on réfléchit macro, etc. Là encore, voilà, c'est une vue d'esprit, c'est une logique derrière, une adaptation et une logique d'investissement. Et derrière, bien évidemment, on adapte ça à ce que fait réellement le marché. Et c'est ça également le plus important. Vous avez le droit d'avoir vos convictions propres, mais jamais de certitude. Derrière, on s'adapte toujours à ce que fait le marché, parce que le gros point majeur, hein, c'est toujours le même, c'est le timing. Mais en gros, voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous avais fait une vidéo en décembre sur mes pensées, comment je voyais le marché. Je vous refais une vidéo maintenant pour vous dire comment je vois le marché maintenant, et on verra au fur et à mesure comment ça se met en place, via les graphiques également, et via toutes les statistiques économiques qui peuvent éventuellement sortir. Voilà, mon but, c'est j'essaye de décortiquer tout ça et de vous synthétiser tout ça derrière. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager vos propres vues également, hein. Vous avez le droit d'avoir les mêmes, d'avoir des différentes, et de dire également quels sont les dossiers, quels sont les secteurs pour vous qui sont intéressants justement à suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et donc je vous attends au niveau des commentaires pour en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications dès que je publie de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, salut les graphes.